Mesdames et messieurs, chères auditrices et chers auditeurs, bonjour. Bienvenue à la 4e séance de notre cours sur l'histoire transnationale des musées en Europe, cours qui va nous mener après 1815, vous le verrez. Je résume comme toujours les épisodes précédents de manière rapide, mais pour ceux qui auraient raté la dernière fois, nous sommes partis d'abord tout au début sous l'Ancien Régime. Nous avons vu qu'en Europe, les musées publics étaient déjà chose commune avant la Révolution française, que les catalogues informaient de cette publicité des musées. Nous avons étudié la circulation des œuvres d'art à l'intérieur de l'Europe, qui formait donc un corps de collection européenne dans ces musées publics. Nous avons évoqué la circulation des visiteurs, des touristes, ici de Montesquieu et de Bergeret, l'ami de Fragonard, qui décrivait différentes galeries européennes sous l'Ancien Régime. Et nous avons évoqué l'arrivée de ces autres objets au XVIIIe siècle, l'arrivée d'expéditions scientifiques qui viennent troubler les habitudes des visiteurs dès le XVIIIe siècle. Et la semaine dernière, nous sommes arrivés à l'année très chaude 1793-1794, les années qui suivent la Révolution française, avec cette idée, cette nouvelle théorie, cette doctrine qui a été étudiée notamment par Édouard Pommier, que l'art, étant un produit de la liberté, doit être rapatrié au pays de la liberté, c'est-à-dire en France. C'était l'année 1794 et on peut dire que dans l'histoire des musées européens, dans cette histoire transnationale, il y a un avant et un après 1794, puisqu'à cette date, à partir du moment où la France et Paris considèrent qu'elles doivent avoir les plus beaux musées de l'univers, elles acquièrent, grâce au pouvoir des armes, en 1794, des œuvres venues des Pays-Bas et de l'actuelle Belgique. J'en ai montré quelques-unes lors de la séance précédente et je les ai commentées. Vous voyez ici des œuvres venues de Cologne, de Gand et d'Anvers notamment. Puis en 1796, c'est l'Italie qui est mise, différentes villes d'Italie qui est mise à contribution avec des manuscrits, des statues antiques, des tableaux extrêmement célèbres. Puis en 1797, 98 et dans les années qui suivent, ce sont les départements devenus français de la rive gauche du Rhin qui, comme tous les autres départements français, doivent envoyer à la capitale, à Paris, ce qu'ils ont de mieux en manuscrits et en tableaux. On voit arriver de très nombreux manuscrits précieux et des incunables à la Bibliothèque nationale notamment. Puis, en 1800, c'est la Bavière qui est mise à contribution avec une cinquantaine de tableaux qui arrivent à Paris. Vous voyez ici la bataille d'Alexandre d'Altorfer. En 1806-1807, la Prusse et ses pays alliés, puis l'Autriche, livrent à peu près 1000 tableaux, une centaine d'œuvres antiques et des manuscrits précieux qui viennent grossir les collections françaises et les enrichir. Puis l'Espagne, après la guerre civile de 1808-1809. Et enfin, à la fin de l'Empire, en 1811, ou après, à partir de 1811, Dominique Vivant-Denon, le directeur d'alors du Louvre, refait une mission en Italie et il collectionne en particulier des œuvres dites des primitifs italiens. Vous voyez ici 3 tableaux, simplement à titre d'exemple. Il en envoie des douzaines et ces 3-ci de Cimabue, de Frangelico et de Giotto sont encore aujourd'hui au Louvre. Donc, en quelques années, en une quinzaine d'années, Paris absorbe ce qu'il y a de mieux, si on veut, dans les collections non seulement publiques, mais aussi dans les églises et dans des collections aristocratiques européennes, et réunit tout ça à Paris, où se forme en effet ce que Dominique Vivant-Denon, le directeur du Louvre, appelait pour lui-même le plus beau musée de l'univers. Je cite ici le catalogue qui a été consacré à Vivant-Denon il y a quelques années, dont je reparlerai tout à l'heure. Après des débuts difficiles, le Louvre, qui avait commencé de manière retardée, c'est un musée qui essaye de rattraper son retard européen, en quelques années, entre 1793 et 1803, réussit à devenir un musée scientifique très bien organisé, très beau, les investissements sont considérables, si bien que tous les voyageurs européens qui peuvent venir à Paris, y compris les Anglais quand ils peuvent, sont fascinés par ce grand musée qui est un musée donc public qui réunit tout cet art européen. Je vous montre ici l'extrait d'une lettre d'un révérend Raffles qui est publié même après 1815 et qui compare le Louvre à quelque chose qu'on ne peut même pas imaginer, à une féerie totale, tellement il y en a, tellement c'est beau. Vous voyez, il dit qu'on ne peut pas concevoir, quand on pénètre dans le Louvre, c'est la 5e ligne, que cette scène, que ce qu'on vit est une réalité. C'est un enchantement, ce qu'il vit ici. Et puis il précise que plus on avance, plus
on est confronté ou en contact avec le génie de toutes les époques et de toutes les nations de l'Europe moderne qui sont réunies ici pour vous instruire, pour vous faire plaisir et pour vous délecter en quelque sorte. Donc un énorme succès de ce musée malgré ses origines spoliatrices, et les visiteurs prennent en compte les deux choses, considèrent d'une part que la manière dont s'est formé ce musée est politiquement incorrecte, mais en profitent, en bénéficient et voient les avantages de cette réunion considérable à Paris. Mais tout cela va s'effondrer avec la chute de l'Empire en 1814, puis 1815, et avec l'action des alliés européens qui vont chasser Napoléon à 2 reprises d'Europe, ce qui va induire une nouvelle géographie des arts en Europe et qui nous intéresse particulièrement pour notre histoire des musées parce que l'année 1815, qui est la grande année de la plus célèbre restitution d'œuvres d'art à l'époque moderne, c'est sans doute l'année ou les 2 années 14, 15, 16 où on a le plus parlé de restitution en Europe. Et quand je dis on, c'est vraiment les grands esprits de l'époque, de Goethe à Canova, on va les rencontrer tout à l'heure, les frères Grimm, etc. Tout le monde en parle. Et à partir de 1815, donc cette année zéro à laquelle sera consacrée la première partie de ce cours, à partir de cette année zéro va se réorganiser la géographie des arts et des musées en Europe, et elle va se réorganiser de la manière qu'on connaît aujourd'hui, en quelque sorte. Donc nous sommes les enfants de la grande restitution de 1815, si on veut, qui est intéressante pour nous à un très grand nombre de titres. 3 parties, comme d'habitude. La première s'intitule donc 1815, année zéro, et on parlera du retour dans leur collection d'origine ou dans leur pays d'origine, ou pas d'ailleurs, des œuvres réunies à Paris pendant cette double décennie. La deuxième partie s'intitule « Comme dans un ciel étoilé », c'est une citation, vous verrez pourquoi et à quoi elle fait référence. Et la troisième partie, sacrée, déconsacrée, concentrée, où on verra comment, dans les 10 années, 20 années qui suivent cette grande restitution, se réorganisent les patrimoines dans les différents pays européens. Et le point zéro, notre petit point de méthode, comme à chaque fois, je l'ai intitulé aujourd'hui « Musée muet ». Je voulais juste revenir très rapidement sur les sources dont on dispose quand on essaye d'écrire l'histoire des musées. Comme vous savez, les musées parlent, certes, dans leur catalogue, mais ils parlent peu. Ce n'est pas le mode d'expression d'un musée, ce n'est pas de parler, c'est plutôt son architecture, son accrochage, la manière dont il est perçu. Et la parole des musées est souvent différente de ce qu'ils font. Il y a un faire, une pratique, et il y a un discours, et on a déjà vu qu'il y avait souvent un discours national et des pratiques transnationales. Donc je voulais juste rappeler quelles sont nos sources quand on travaille sur ces questions-là, et combien il est parfois difficile d'arriver à une vue en 3 dimensions de ces objets si fascinants que sont les musées. Donc on a évidemment, et on l'avait évoqué dès la première séance, l'architecture de ces lieux. Ici, vous vous souvenez, la galerie de Düsseldorf, construite au XVIIIe siècle, et sur un lieu comme ça, enfin le fait qu'une galerie de Düsseldorf ait une annexe dans laquelle est la collection collée comme ça au château, ça raconte beaucoup de choses, ça raconte peut-être plus que certaines préfaces, ça nous raconte que les lecteurs de Düsseldorf à cette époque-là, on est en 1714, décide de faire une entrée particulière pour sa collection pour que tout le public puisse entrer. On a bien sûr les catalogues avec leurs nombreuses préfaces qu'on a regardées ensemble déjà et qui nous instruisent sur les intentions que les éditeurs ou les princes, les commanditaires de ces catalogues lient aux collections. Quand on a de la chance, et ce n'est pas aussi fréquent qu'on le croit, des plans d'accrochage. Vous voyez ici le plan d'accrochage du musée Städel de Francfort au début du XIXe siècle, où grâce à la manière dont sont accrochées les œuvres, dont elles s'enchaînent, on peut comprendre quelle idée, quel concept, quelle pédagogie le musée assume ou veut faire passer. Et puis on a, et c'est sans doute le plus difficile à trouver et le plus fructueux, on a les récits de voyage de ces visiteurs sur lesquels je m'appuie volontiers. Il y a en Allemagne une bibliothèque qui est spécialisée dans les récits de voyage. J'y ai fait une excursion avec des étudiants que vous voyez là. On a commandé à peu près tout ce qu'il y avait comme récits de voyage pour le XVIIIe siècle notamment. Et on a regardé quelle place occupent les musées dans ces récits de voyage. Alors c'est un travail très considérable, très fastidieux. Et puis souvent, les voyageurs disent tous la même chose, mais quand on en trouve un qui dit autre chose, là c'est « waouh hein », on est content. Et on ne peut qu'inviter les chercheurs à travailler avec ces récits de voyage qui nous font avancer souvent sur d'autres champs que ce que les musées affirment par eux-mêmes. Voilà, c'était juste la note méthodologique. Et on s'embarque maintenant dans la grande année, dans la matrix, dans la grande année des restitutions modernes, 1815, année zéro.
Alors, comme je l'ai dit un peu la dernière fois, comme je l'ai dit au début de ce cours et comme je voudrais le rappeler, le Musée central des arts, fondé en 1793, qui est devenu le musée Napoléon pour des raisons politiques aussi, après, sous l'Empire, ce musée a été dans les dernières années de sa vie, c'est-à-dire qu'il a eu une courte vie entre 1793 et 1815, mais entre, disons, 1803 et 1815, ou 14, c'est un musée qui a un immense succès, un succès scientifique. Il permet de comparer l'œuvre, par exemple, de tout Raphaël, de tout Rubens, de tout Rembrandt. C'est un succès pour le public qui est content de ne pas être guidé par des custodes, par des gardiens, mais de pouvoir pratiquer l'éthique de la libre jouissance dans ces lieux très beaux. C'est un succès de quantité aussi, parce qu'on n'en a jamais vu autant, une vraie féerie. Et l'organisateur, le spiritus rector de ce musée réussi, c'est son premier directeur, Dominique Vivant-Denon, qu'on connaît puisqu'il a encore une aile au musée Napoléon, un homme de la génération qui avait déjà 40 ans au moment de la Révolution française, vous le voyez là, et qui va non seulement construire ce Louvre, bien l'organiser, ce musée Napoléon, mais surtout faire une autopsie ou une description très précise de sa destruction en 1815. C'est le précis de ce qui s'est passé au musée royal depuis l'entrée des Alliés à Paris. Musée royal parce que ce musée a changé de nom à partir du moment où Napoléon est chassé en 1814 une première fois, puis en 1815, après les 100 jours, une seconde fois. Le musée s'appelle Musée royal, puisque Louis XVIII est restauré. Et Dominique Vivant-Denon va noter jour après jour ce qui arrive à son musée. Et son musée, c'est vraiment son bébé. Et on sent dans ce texte, on va lire simplement le début ensemble, on sent dans ce texte combien il est déchiré de ce qui arrive à ce grand projet français d'historien de l'art, puisqu'il était lui-même historien de l'art. Des circonstances inouïes avaient élevé un monument immense. Des circonstances non moins extraordinaires viennent de le renverser. Il avait fallu vaincre l'Europe pour former ce trophée. Il a fallu que l'Europe se rassemblât pour le détruire. Le temps répare les maux de la guerre, des nations éparses se recomposent, mais une telle réunion, cette comparaison des efforts de l'esprit humain dans tous les siècles, cette chambre ardente où le talent était sans cesse jugé par le talent, cette lumière enfin qui jaillissait perpétuellement du frottement de tous les mérites, vient de s'éteindre et de s'éteindre sans retour. La destruction du musée est devenue un monument historique. J'ai regardé comme un des devoirs les plus importants et le plus douloureux que j'ai à remplir, de donner au public, à qui ce musée a si complètement appartenu, le journal fidèle et les détails les plus exacts des opérations qui ont amené son démembrement. On lit ce texte et on a la chair de poule, même si on connaît l'histoire de la formation de ce musée, on voit combien ici une idée d'universalisme, de publicité radicale, vraiment ce musée pour le public avait pu engager l'énergie de toute une génération d'hommes comme Dominique Vivant-Denon, qui donc va décrire ce qui s'est passé au Louvre. Et je vous montre ici comment on peut, quand on est chercheur aujourd'hui, 200 ans après, reconstituer soi-même, en plus de ce récit évidemment de Dominique Vivant-Denon, qui est le récit d'une victime. Il se trouve victime des restitutions après avoir été l'un des acteurs principaux du rassemblement des œuvres à Paris. Comment on peut, quand on est chercheur, reconstituer cette grande restitution? Vous savez qu'à l'initiative du ministre des Finances, pourrait-on dire, de l'époque, avait été créé à partir de 1811 un inventaire Napoléon, qui était un inventaire en plusieurs volumes de tous les trésors réunis au Louvre avec leur origine. Vous voyez ici une page, alors c'est difficile à lire, mais une page que j'ai extraite de l'école allemande et flamande. Vous voyez toujours ici le nom de l'artiste, la désignation de l'œuvre, sa taille en centimètres, ce qui est très utile aujourd'hui puisque autrefois, toute l'Europe avait des dimensions différentes, mais on a la taille ici unifiée. Et surtout ici, cette colonne qui s'appelle « Origine », qui nous informe de la provenance, de ce qu'on appelle la provenance des œuvres. Et ce qui nous intéresse en particulier quand on se penche sur les restitutions, c'est ce qui se passe en marge ici, c'est-à-dire les petites notices inscrites par le secrétaire du musée à partir de 1815, quand les Alliés sont venus réclamer leurs œuvres. Donc vous voyez ici par exemple Rubens, une œuvre dont l'origine est une église des Récollets d'Anvers. Et si on regarde en marge, on voit qu'en 1815,
un commissaire belge enlevé par les commissaires belges et hollandais. C'était le numéro 600 du livret de 1810, nous indique donc le secrétaire du musée. On va voir à chaque tableau pratiquement des commissaires arrivés, parfois avec leur nom, parfois c'est simplement des commissaires belges, des commissaires hollandais, des commissaires florentins, qui vont reprendre ces œuvres, souvent aussi avec la date de leur venue, et les œuvres vont repartir, pas toutes, mais un très grand nombre d'œuvres vont repartir dans leur pays d'origine. Je vous montre trois ici, trois entrées marginales comme ça qui touchent Rubens. Ici, il s'agit d'un tableau saisi à l'église de Cologne, église de Cologne en 1794, et on voit qu'il a été remis à M. de Grote, suivant son certificat du 15 juillet 1815, d'ordre du général Blücher. Donc là, on voit une inscription comme celle-là, par exemple, que le commissaire Grote arrive avec la protection d'un maréchal, une protection militaire qui est celle de la Prusse du maréchal Blücher. Donc les choses se passent en tout cas, on peut dire que Dominique Vivant-Denon n'a pas lâché spontanément. Il faut vraiment que l'armée vienne récupérer les objets pour que cette restitution, qui s'étale sur plusieurs semaines, plusieurs mois, puisse avoir lieu en 1815 ou encore en bas. Donc il s'agit aussi toujours d'un Rubens, d'une allégorie saisie, alors je le vois mal ici, au Palais Pitti à Florence, et on voit ici remis au commissaire florentin et désigné Moreau partant pour la guerre, etc. Donc pour une œuvre, d'abord cette page d'inventaire nous apprend que Rubens arrive ici de Florence, de Belgique, de Cologne, d'une part, qu'on avait vraiment une réunion européenne, et que chaque ville, pays, État va envoyer des commissaires en 1814 une première fois, j'y reviendrai, puis surtout en 1815, à l'automne 1815, pour récupérer tout ça, parfois manu militari. Si vous voulez lire au jour le jour comment c'est pratiqué cette restitution du point de vue de celui qui était obligé de céder, c'est-à-dire du Louvre et de Dominique Vivant-Denon, consultez cette remarquable édition de la correspondance de Vivant-Denon, et en particulier le second tome qui nous montre comment vraiment, avec ses griffes et son bec, il tente de se défendre et négocie avec les alliés qui viennent récupérer les œuvres, et vous trouverez aussi le précis que je citais tout à l'heure. Par ailleurs, il y a une édition formidable de cet inventaire Napoléon dont je vous montrerai une page à l'instant. Alors on a simplement une édition pour les antiquités, mais pareil, les antiquités sont venues d'Italie, de Cassel, de Brunswick, etc. Et avec cette édition de l'inventaire qui a été réalisée, éditée par Jean-Luc Martinez il y a quelques années, on peut reconstituer les provenances. J'ai oublié de dire que la correspondance avait été éditée par Marie-Anne Dupuis et Isabelle Lemann de Chermont, je la remontre ici, de très importants travaux donc, sur la question des constitutions des collections et des restitutions. Ces deux travaux étant liés à une grande exposition qui a eu lieu à l'initiative de Pierre Rosenberg à la fin des années 90, qui s'intitulait Dominique Vivant-Denon, l'œil de Napoléon, et qui est le premier grand travail français en fait sur les restitutions, notamment, sur d'autres sujets aussi, mais sur les restitutions de 1815. Alors, le père du Louvre pleure la mort de son enfant. On le voit décrire faire cette autopsie de la mort de son établissement. Mais en revanche, le reste de l'Europe, en tout cas certains, se réjouissent. Beaucoup, vous voyez ici une caricature du célèbre caricaturiste dont le nom m'échappe, anglais à l'instant, qui représente le départ d'Apollon et des Muses, ou bien voilà, le départ d'Apollon et des Muses. Alors on voit ici le Louvre, les pauvres Français ici qui se plaignent, et Apollon et les Muses, donc ici un Hercule, ici des statues antiques vivantes en quelque sorte, qui sont en train de quitter Paris, et par ailleurs des chariots derrière, celui-ci est marqué Hollande, celui-ci est marqué inscrit Italie, celui-ci Allemagne je crois, qui sont en train aussi de repartir dans leur pays, tandis que les alliés, ou en tout cas des hussards ou des soldats, détruisent concrètement le monument. Alors évidemment, c'est une caricature, ça ne s'est pas passé comme ça, rien n'a été détruit, tout a été négocié. Les militaires étaient là pour appuyer les demandes des commissaires, mais ils ne sont pas entrés avec des armes, ils n'ont pas mis, comme on a pu le lire plus tard dans l'historiographie française, ils n'ont pas mis le feu au Louvre pour tout récupérer, etc. Tout ça s'est passé de manière musclé, mais plutôt verbalement musclé. Il n'y a pas eu de violence physique, mais en tout cas, les œuvres repartent à la satisfaction ou non
des uns et des autres, et c'est très intéressant de voir qu'il n'y a pas un avis très clair sur ces questions, et surtout, il n'y a pas d'avis national. On ne peut pas dire les Français regrettent qu'on restitue et tous les autres Européens sont très contents. Pas du tout. Je vous montre ici quelques exemples. Alors d'abord celui de Raffles, dont on a déjà fait la connaissance tout à l'heure, qui est un révérend britannique qui a vécu le départ des œuvres et qui insiste pour dire que ce musée est une merveille totale, mais que c'est quand même mieux pour l'Europe que toutes ces attractions réunies ici ne soient plus. Donc, d'un côté, oui, c'était bien ce musée pour l'histoire de l'art, pour le public, etc., mais ce n'était pas bien pour l'Europe, qu'elle ait été dépouillée comme ça de ses trésors. Donc, on regrette que ce monument soit détruit, mais on est content pour l'Europe. C'est un pas positif pour notre continent, dit-il. Et puis, il insiste, après un long passage, pour dire qu'il considère que c'est très bien que Berlin, Vienne, Venise, Rome, Cologne et Bruxelles aient réclamé et récupéré ce qui leur appartenait. Et il est aussi très content, lui, que les Anglais n'aient rien eu à réclamer, donc n'aient pas eu à avoir été les victimes de la France. Les alliés anglais jouent un rôle très important dans cette restitution de 1815 parce qu'ils vont appuyer 1814-1815 parce qu'ils vont appuyer les demandes des petits pays qui n'ont pas beaucoup de voix au chapitre, pas beaucoup de force, les Belges notamment, mais aussi à certains moments les Italiens. Donc on a vraiment une Europe coalisée à ce moment-là par des jeux d'alliance pour vider le Louvre et le récupérer. Mais comme je vous le disais, tout le monde ne se réjouit pas, et je vous montre ici deux exemples simplement, et on pourrait vraiment les multiplier. D'abord, une citation de Alexandre de Humboldt, vous savez, le grand explorateur qui était à demi français. Alexandre de Humboldt, qui est d'origine prussienne, qui est donc berlinois, et qui écrit au moment des restitutions de 1815, Quatremer de Quincy, c'est le grand intellectuel qui avait lutté contre le démantèlement des collections romaines. Quatremer de Quincy m'a dit, ce qui est tout à fait vrai, que nous autres Allemands sommes plus honteux de réclamer ce qu'on nous a volé que sa propre nation ne l'a été au moment des saisies. Donc on voit ici, par exemple, que les Allemands, et c'est quand on suit vraiment les correspondances au détail, on voit bien qu'il y a une sorte de gêne qui est exprimée aussi très bien ici par Jacob Grimm, l'un des deux frères Grimm, qu'on connaît bien. Tout ça, c'est des contemporains. C'est amusant de voir que Dominique Vivant-Denon, Jacob Grimm, Humboldt, Bonaparte, Hegel, Hölderlin, tout ça, ils ont tous vécu au Canova au même moment. Jacob Grimm, donc lui qui a une génération un peu plus jeune que les autres, il est né au moment de la Révolution française, donc il a 30 ans, il est envoyé par le gouvernement prussien à Paris pour récupérer en particulier des manuscrits. Il est envoyé parce qu'il connaît bien la Bibliothèque nationale où il a déjà travaillé, et il doit récupérer des manuscrits saisis notamment dans les régions rhénanes. Je reviendrai tout à l'heure sur ces histoires de géographique. Et alors la grande chance qu'on a avec les frères Grimm, c'est que quand ils ne sont pas ensemble, ils s'écrivent tout le temps. Alors on sait très bien ce qui se passe dans leur tête et dans leur vie. Jacob Grimm écrit à son frère en 1815 « Il m'est désagréable à titre personnel de réclamer ses œuvres. Il y a en soi quelque chose de sale à venir prospecter et déranger un ordre établi, d'autant que je suis confronté à des gens qui m'ont autrefois reçu avec politesse et amabilité. Mais ma mauvaise conscience s'apaise lorsque je pense que ma tâche relève de sphères supérieures à celle d'amitié professionnelle, et pourtant, j'aurais aimé ne pas être utilisée à ce travail. » Donc on voit bien que même quand il y a une sorte d'assurance nationale à venir récupérer les œuvres, parce que c'est ce qu'il appelle les sphères supérieures, c'est vraiment l'intérêt patriotique, l'intérêt national, donc c'est pour ça qu'il le fait, mais lui, ça le gêne profondément. Lui, en tant que chercheur, on dirait aujourd'hui, en tant que personne qui a utilisé les collections parisiennes. Et des exemples comme ça, d'historiens de l'art, de directeurs de musées qui viennent à Paris vider le Louvre et qui en même temps trouvent que le Louvre, c'était très bien et sont bien contents d'encore pouvoir le montrer à leurs femmes ou à leurs enfants qui sont avec eux à Paris, on en trouve pléthore. On en trouve pléthore dans les correspondances, c'est-à-dire dans des choses qui ne sortent pas, qui ne sont pas publiques, mais aussi dans des publications. Je vous le montre ici vraiment pour que vous sentiez combien ces questions sont complexes et combien il faut voir toutes les nuances de gris. Quand on te dit est-ce qu'il faut restituer ou pas des œuvres d'art, ici vous voyez une publication de 1817 d'un directeur de musée de Cassel, dont les œuvres étaient parties à Paris, et qui nous dit « c'était très très douloureux bien sûr pour tous les Allemands, pour toutes les capitales allemandes, de perdre ces œuvres et qu'elles aillent à Paris. Mais finalement, avec ce qu'elles ont vécu à Paris,
elles sont revenues plus connues, on a pu les comparer, on a avancé en histoire de l'art, nos connaissances ont avancé, et finalement on est très content de les avoir récupérées, mais leur séjour à Paris, leur exil, n'était pas si mal. Évidemment, il l'écrit quand les œuvres sont revenues. Il n'écrivait pas tout à fait la même chose quelques années plus tôt, mais néanmoins, il y a une vraie reconnaissance de cette expérience du Louvre, de cet événement du musée Napoléon pendant cette dizaine d'années. Alors, que se passe-t-il? Et ça, c'est extrêmement important pour nous de le comprendre. Que se passe-t-il avec les œuvres qui rentrent dans leur pays? La seconde partie s'appelle « Comme dans un ciel étoilé », et vous allez voir pourquoi. D'abord, je l'ai suggéré tout à l'heure un peu rapidement, cette restitution de 1815 se fait en deux temps. En fait, c'est 1814 et 1815. En 1814, quand les Alliés réussissent à chasser Napoléon pour la première fois, ils considèrent qu'il ne faut pas toucher le Louvre, puisqu'on va restaurer Louis XVIII, un Bourbon, et que si, en restaurant l'ordre ancien, en quelque sorte, on privait les Parisiens et les Français, en plus du Louvre, le roi aurait une position très difficile. Si on faisait revenir un roi et qu'en même temps on lui détruit le Louvre, la population considérait que c'est un mauvais roi puisqu'il a perdu le Louvre. Enfin, il y a toute une démarche, une réflexion politique sur ce Louvre comme objet politique important pour les Français, et on décide finalement de ne pas y toucher à part quelques clauses, comme par exemple les Prussiens qui obtiennent de récupérer ce qui n'est pas exposé, ce qui est dans les dépôts, ils vont le récupérer, mais à partir du moment où Dominique Vivant-Denon est au courant de cette clause, il expose tout, il fait une grande exposition d'art espagnol, allemand, pour que les œuvres soient exposées. Il lutte pour ne pas restituer. Donc, en tout cas, en 1814, le Louvre, en quelque sorte, sort indemne du premier départ de Napoléon. Mais on voit que la seconde fois, et je vous montre ici l'une des pièces relatives à la restitution des tableaux et autres monuments de l'art enlevés par la France dans les pays étrangers, et ce sont des publications qui datent souvent tout de suite de 1816, 1815 même bilingues, puisque c'est souvent des textes anglais. Ce sont les alliés anglais qui s'occupent en particulier, comme je le disais tout à l'heure, de coordonner ces restitutions. Donc ici, vous avez la version britannique et la version française. Et ici, on nous explique que dans cette note du 11 septembre 1815, par ce comte britannique qui écrit à toutes les autres puissances alliées, c'est la seconde fois actuellement que les puissances de l'Europe ont été forcées, pour venger leur liberté et pour pacifier le monde, d'envahir la France. Et deux fois, leurs armées se sont emparées de la capitale, de l'État, dans lequel ces dépouilles de la plus grande partie de l'Europe sont accumulées, c'est-à-dire les œuvres d'art. On est dans une deuxième fois, et la deuxième fois, en 1815, les Alliés n'ont plus du tout l'intention de laisser le Louvre indemne. Ils considèrent qu'ils ont été trop bons la première fois et que puisque les Français ont laissé revenir Napoléon et que, avec cet épisode des 100 jours, ils ont montré qu'ils étaient fidèles à leur empereur, cette fois-ci, on allait être sévère ou dur ou radical avec le Louvre. Et à partir de ce mois donc ça commence après Waterloo, mais surtout à l'automne, vont se multiplier dans la presse, alors je vous montre ici la presse rhénane, les pays rhénans jouent un rôle très important, on le verra tout à l'heure, se multiplient les prises de position ici, die Zurücknahme der Kunst- und wissenschaftlichen Werke, donc des articles en première page de ce genre de journaux, vous voyez ici août 1815, sur la restitution ou la reprise. Il ne parle pas de restitution, puisque le point de vue de ceux qui viennent reprendre, c'est une reprise. Ce serait plutôt, on parle de réclamation ou de reprise. La restitution, ce serait le point de vue des Français. Mais là il s'agit de l'autre point de vue. En tout cas, de nombreux textes, ici aussi dans un journal de Berlin d'octobre 1815, de nombreux textes qui vont réfléchir à très haut niveau sur les enjeux de ces restitutions et sur ce qui va se passer avec les œuvres qui rentrent. Ici, vous voyez une allégorie du retour des œuvres. On en connaît beaucoup. On connaît beaucoup de représentations visuelles de l'arrivée des œuvres à Paris. Mais vous voyez dans cette lunette qui était pour les collections Vaticanes, les œuvres dans des caisses ici, tirées par des chevaux ou des bovins, des caisses de tableaux qui reviennent à Rome avec ici la Louve, le Tibre qui montre le chemin, et puis le pape ici qui accueille ces œuvres d'art et ces deux poutilles là, qui montrent le chemin du retour. Donc on va avoir une très grande discussion sur cette question du retour. Évidemment, l'Europe a changé à ce moment-là, 1815. Quand on parle aujourd'hui de restitution, souvent on dit des œuvres, je pense du point de vue de Berlin, l'hôtel de Pergame, par exemple, qui a été saisi, donc qui est un hôtel, une œuvre de l'époque hellénistique, qui a été saisie au moment
où cet emplacement Bergama était dans l'Empire ottoman, et aujourd'hui c'est la Turquie, et on dit souvent, oui, mais si on le restituait, à qui on restituerait, puisque les frontières ont changé, c'est plus la Grèce, c'est la Turquie, etc. Cette question-là, elle existe, elle est liée à la question des restitutions depuis son origine, et vous allez voir ici que ça joue un rôle important. En 1815, après le congrès de Vienne, la France a retrouvé à peu près ses frontières d'avant 1794, et en revanche, le reste de l'Europe a changé. Vous vous souvenez de la marqueterie considérable qu'on avait ici, de petits États minuscules sous l'Ancien Régime. Maintenant, la Prusse s'affirme, elle a grandi, l'Empire d'Autriche a grandi, et il y a quelques endroits qui nous intéressent particulièrement pour nos questions d'œuvres d'art et de restitution. C'est Venise, vous voyez, qui est devenue autrichienne à ce moment-là, qui est sous protectorat autrichien à partir de 1815, donc qui n'est plus cette ville libre qu'elle était quand elle a été dépouillée de ses œuvres d'art. La région rhénane que j'évoquais à l'instant, qui était devenue une série de départements français à partir de 1794. Avant, c'était des villes libres, et elles deviennent en 1815 la Rhine-Province, la province de Rhénanie qui appartient donc à la Prusse. Donc la capitale maintenant des provinces rhénanes, ça va être Berlin, et vous allez voir que c'est compliqué. Et puis, on va s'intéresser un instant à la ville de Gdansk, Danzig, qui devient prussienne elle aussi, après 1815, après ne l'avoir pas été avant. Alors, on va observer ensemble, si vous voulez bien, ce qui se passe concrètement avec le retour de quelques œuvres. J'en ai choisi 5 pour qu'on ait vraiment une idée concrète des problèmes qui se posent, des questions qui se posent, et pour que vous voyez avec ces exemples combien les discussions qu'on a aujourd'hui peuvent être enrichies, nourries de l'histoire. Comme souvent, l'histoire nous sert à former notre avenir, et quand on sait mieux comment s'est passée l'histoire, peut-être qu'on peut avancer plus vite dans le bon sens pour réfléchir à l'avenir. On va évoquer le retour d'une œuvre simplement à Gand, d'une autre, d'un ensemble à Venise, à Cologne, à Berlin, à Danzig et à Rome, et voir comment dans ces différentes villes, la restitution, souvent nous on utilise ce terme au singulier, mais il n'y a pas une restitution, il y a des restitutions, et dans chaque ville, les cas sont extrêmement différents, avec des conséquences de longue durée très différentes partout. On commence par Gand. Alors Gand, vous voyez ici donc une vue de Gand en 1794 à peu près, à la fin du XVIIIe siècle. Vous vous souvenez que l'agneau mystique avait été tiré d'une église, l'église Saint-Bavon de Gand. Elle avait été transportée en 1794 à Paris. Et là, nous avons un exemple où, après son retour en 1794, elle retourne dans son église. Donc on a un objet dont la fonction est d'être un objet sacré, une œuvre d'église, un retable, qui est muséalisé, qui donc dans le musée a une autre fonction qu'il aurait eu dans son église, mais qui, après cet épisode musée, où il a servi à l'histoire de l'art, où il a impressionné des peintres comme Ingres, etc., retourne dans son église. Et vous voyez ici une représentation de 1829 du retable de l'agneau mystique dans son église de Gand, qui devient une sorte d'œuvre d'icône nationale, mais dans l'Église. Le contexte sacré est respecté après l'épisode du musée, et on trouve le retable de l'agneau mystique aujourd'hui encore dans la cathédrale. À Venise, je prends simplement un exemple, vous savez que les noces de Cana qui venaient de Venise aussi sont restées au Louvre, un grand nombre d'œuvres sont restées au Louvre, mais pas la majorité, la plupart des choses ont été restituées. À Venise, comme je le disais à l'instant, la République de Venise a fait long feu, et c'est désormais l'Autriche qui gère politiquement, qui gouverne la ville. Et vous voyez ici une représentation du retour des chevaux de Saint-Marc qui sont représentés ici. Le lion n'est plus sur sa colonne non plus, il attend d'être remonté. Ce qui est important dans cette représentation, c'est la manière dont l'Autriche, avec ce drapeau ici de la royauté autrichienne, l'Autriche se met en scène considérablement. C'est l'Autriche qui a récupéré à Paris les chevaux de Saint-Marc et qui, dans un geste généreux, rend à Venise, qui pourtant est occupée en quelque sorte par l'Autriche, lui rend généreusement ses chevaux et le lion qui faisait sa grandeur. Et là, il y a un très grand nombre de publications qui montrent combien le but politique de cette restitution, parce que les restitutions ont toujours un but politique. Le but politique de cette restitution, c'est de montrer, et c'est dit dans de nombreux pamphlets, papiers, ce qu'on appellerait des flyers aujourd'hui, c'est de montrer que
la nation vénitienne est absolument reconnaissante à la paterna affezione, donc à l'affection paternelle du nouveau souverain qui est François d'Autriche, le souverain d'Autriche, et on remercie, les Vénitiens remercient beaucoup l'Autriche d'avoir restitué tout ça. Je vous passe les détails, mais on a un très grand nombre de textes qui nous expliquent que c'est le père de la patrie, le padre della patria, a une grande... enfin, il est absolument généreux puisqu'il rend ça, au lieu de l'emmener, ses œuvres, au lieu de les amener à Vienne, par exemple, qui aurait pu être une logique nationale. Et on va voir que d'autres ont eu cette idée. Encore ici, une iconographie du retour des chevaux de Saint-Marc, vous les voyez ici. Vous voyez une allégorie de l'Autriche avec le drapeau ici. Vous voyez la place Saint-Marc derrière, le soleil se lève vers un nouvel avenir, les chevaux rentrent, et tout ça, c'est grâce à l'Autriche. Donc une restitution politique avec des frontières différentes. Autre cas, une œuvre, Le martyr de Saint-Pierre, de Rubens, dont il a déjà été question plusieurs fois, saisie en 1794 à Cologne, dans une église, dans l'église où Rubens avait lui-même été baptisé, qui revient en 1815, et vous voyez ici une procession, il a été porté dans la ville, à travers toute la ville, comme un trophée de retour à Cologne. On sait par des descriptions que une centaine de petits-enfants habillés en blanc, filles et garçons, avaient été invités pour suivre cet événement et pour le raconter aux générations futures. Donc vraiment un investissement, alors ici, plus civique de l'œuvre. On ne voit pas à part ce drapeau-là qui est un drapeau blanc, on ne voit pas le drapeau prussien, etc. Et on ne voit pas le drapeau prussien parce que, et là il faut qu'on revienne un instant sur ces nouvelles frontières, si vous regardez la carte, donc on est ici, à Cologne, Cologne qui est donc bleue maintenant ici, qui est devenue province prussienne, et Cologne a réussi entre Paris et Berlin à défendre son tableau de Rubens que Berlin était allé récupérer au nom de la Rhénanie à Paris et que Berlin voulait rapporter à Berlin. Et là, il y a vraiment un effort considérable de Cologne pour garder son propre patrimoine contre les prétentions de la capitale Berlin. Alors c'est un cas différent entre Venise et Vienne, puisqu'on est dans ici, entre Berlin et Cologne, on est dans le même espace culturel, linguistique, etc. Mais les Berlinois ont essayé, et on peut dire que dans tout ce débat sur les restitutions de 1815, tout ce qu'écrivent les gens de Cologne, en général, ils ont beau écrire contre les Françaises, qui pensent que c'est contre Berlin. Et très souvent, dans ces discussions, c'est des triangles compliqués, il ne faut pas tout prendre au pied de la lettre. Souvent, les patriotes de Cologne argumentent très fort contre Berlin, mais sans le dire, puisque Berlin est leur nouveau gouvernement. Donc là, il faut bien lire entre les lignes. Je vous montre un autre exemple, ça on le sait pour le tableau de Rubens, pour le martyr de Saint-Pierre, mais on a un très bel exemple d'un manuscrit qui a été récupéré par Jacob Grimm, que j'évoquais tout à l'heure, à la Bibliothèque nationale, un manuscrit sur lequel il a noté quelque chose directement à la main. Là, je vais vous le zoomer et vous le lire. Donc ici, on voit sa signature, Grimm, avec cette écriture très caractéristique. C'est signé Paris, den 14. Oktober 1815, Paris le 14 octobre 1815. Et Grimm a écrit directement sur ce manuscrit « Ehemals Blankenheimische von den Franzosen nach Paris geschleppte und nunmehr wieder an Preußen ausgelieferte Handschrift », c'est-à-dire manuscrit provenant autrefois de Blankenheim, qui a été verschleppt, ça veut dire traîné par les Français à Paris, et qui désormais est rendu à la Prusse. Et si on regarde la dernière page de ce manuscrit, qui est une chronique faite de différents ensembles de manuscrits, si on regarde cette allégorie de la fortune à la fin, vous voyez ici la roue de la fortune et ici la fortuna qui est en train de la tourner, c'est presque une allégorie des spoliations ou des déplacements d'œuvres d'art en quelque sorte. Et ce qui est intéressant, c'est de voir ces deux tampons rouges là qui reprennent d'ailleurs le cercle de la roue. D'un côté, Bibliothèque nationale, c'est le tampon qui a été apposé à cette œuvre qui sortait d'un manuscrit, d'un monastère de Blankenheim. Donc ça arrive à Paris, probablement en 1794-95. Tac, Paris met son tampon dessus et ça repart en Prusse. Et le tampon de l'autre côté, celui-ci, c'est le tampon de la Bibliothèque royale de Berlin, où l'œuvre est aujourd'hui encore. Donc là, on a, avec le séjour à Paris, une translocation, un déplacement de l'œuvre à l'intérieur de son espace culturel d'origine. Quelque chose qui était dans les pays rhénans est restitué
à Berlin. C'est simplement un exemple, on en trouve une grande quantité. Et je vous montre ici un peu les débats qui ont accompagné cette question. Qu'est-ce qu'on fait quand on récupère? Est-ce qu'on rend des petits manuscrits dans leur petit monastère ou des tableaux de Rubens, etc., dans chaque église? Ou est-ce qu'on réunit tout ça à Berlin comme l'ont fait les Français? Est-ce qu'on concentre? Est-ce qu'on fait un grand musée public à Berlin? Vous vous souvenez que Berlin n'avait pas encore, contrairement à d'autres grandes villes allemandes, de musée public jusqu'à ce moment-là, jusqu'à la Révolution française. Et comme au moment de la Révolution, les œuvres berlinoises sont parties à Paris, il n'y a pas pu non plus y avoir création d'un musée. Donc ici, avec la restitution, est liée la question de la création éventuelle d'un musée ou du retour des œuvres dans leur contexte d'origine. Je vous montre ici ce petit personnage-là. Il est petit parce qu'en réalité, il est jeune, et je ne l'ai pas trouvé très très jeune. C'est Sulpice Boisséré, un grand collectionneur d'art médiéval, qui a joué un rôle important sur lequel je reviendrai tout à l'heure, et qui raconte dans son journal intime qu'il a rencontré Goethe en 1815, et Goethe a été chargé d'une mission sur la question des restitutions par les Prussiens. Goethe était non seulement le très célèbre auteur qu'on connaît, il avait déjà pratiquement 70 ans, c'était quelqu'un de très établi, il était aussi ministre de la Culture à Weimar, et les responsables prussiens, le gouvernement prussien lui a demandé de faire un rapport sur la restitution des œuvres qui venaient justement de cette province rhénane. Et je n'ai pas retrouvé le rapport, mais on sait, en tout cas parce que Boisséré est allé rendre visite à Goethe ou le contraire, on sait ce qu'il y avait dans ce rapport et ce que pensait Goethe. Donc Boisséré écrit dans son journal intime « À midi chez Goethe, accueil joyeux et cordial. Stein lui a demandé d'écrire un mémoire à Hardenberg sur les questions d'art et d'antiquité, entre parenthèses restituées. Il veut que nous en discutions. Le point central du mémoire doit être le suivant. Les œuvres d'art et les monuments antiques doivent être dispersés le plus possible. Chaque ville doit garder et recouvrer ce qui lui appartient. » Alors ça, c'est une position qu'on retrouve souvent, mais qui n'est pas une position, comment dire, nationale. Tous les Allemands ne pensent pas qu'il faut que chaque ville retrouve ce qui lui appartient. D'autres voix, et on va y revenir tout à l'heure, disent non, au contraire, on a compris maintenant qu'un musée central, comme les Parisiens en ont eu un, ou la France, c'est quelque chose très important pour l'affirmation nationale, pour l'identité. On veut un grand musée public. Et là, il va y avoir des débats assez violents et verbalement violents, avec des résultats différents selon les régions, mais qui vont aboutir ou non à la restitution des objets dans leur collection d'origine. On sait que quelques semaines plus tard, donc Goethe continue d'écrire ce rapport sur la restitution des objets des provinces rhénanes pour la Prusse. Il écrit le 2 août 1815, ou plutôt Sulpice Boisséré rapporte ses propos de Goethe le 2 août 1815. Il sera surtout question dans ce rapport de ce principe. Les œuvres d'art et les antiquités doivent être dispersées autant que possible. Il faut que chaque ville garde ou récupère les siennes et qu'un centre soit créé à partir duquel on veillera sur l'ensemble. Laissez à Düsseldorf un peu de ce qui était exposé dans ces salles. À quoi bon tout réunir à Munich? Laissez Cologne, Bonn et même Andernach avoir leur part. C'est un bel et bon exemple que les Prussiens ont donné en rendant le Saint-Pierre à Cologne. Donc là, on voit l'idée, et c'est pour ça que j'ai pris cette citation comme dans un ciel étoilé, qui est de Goeres, un de ceux qui a été très actif dans cette discussion, Joseph Goeres, un jeune juriste de l'époque, qui, lui, reprenant cette idée-là, cette ligne de pensée-là, dit « En matière d'art, c'est la dispersion des œuvres, comme dans un ciel étoilé, qui est véritablement vivifiante et revigorante, tandis que leur entassement ne mène qu'à l'exubérance et au luxe esthétique. » Donc il y a tout un positionnement, une frange d'intellectuels européens, pas seulement les Allemands, on y reviendra, qui considèrent qu'il faut disperser au maximum le patrimoine et pas le concentrer. Et certains Français sont d'accord d'ailleurs avec cette idée, j'y reviendrai tout à l'heure. Stendhal, par exemple, non, j'y reviens tout de suite, vous voyez Stendhal ici quand il était encore jeune, Henri Bell, dans son Histoire de la peinture en Italie, trouve lui aussi que finalement le Louvre, auquel il a pourtant contribué, il est le co-auteur de l'inventaire Napoléon, il a saisi des manuscrits pour de nom à Wolfenbüttel en 1807, lui-même écrit à propos de la question de la centralisation ou de la dispersion des tableaux dans les musées. Il écrit donc, dans le chapitre intitulé « L'art de voir » de son Histoire de la peinture en Italie, « Ces tableaux disséminés en Italie avec chaque jour 3 ou 4 spectateurs passionnés qui venaient de 100 lieues pour les admirer. Ici, c'est-à-dire à Paris, je trouve 8 ou 10 élèves perchés sur leurs échelles et une douzaine d'étrangers dont la plupart ont l'air assez mornes. Je les vois arriver au bout de la galerie avec des yeux rouges, une figure fatiguée,
des lèvres inexpressives livrées à leur propre poids. Heureusement, il y a des canapés. Et il s'écrie en bâillant à se démettre la mâchoire, « Ceci est superbe ». Quel œil humain peut en effet passer impunément sous le feu de 1500 tableaux? Donc là, il décrit le Louvre avant la restitution et il plaide en quelque sorte, lui aussi, d'une certaine manière, pour la dispersion, en disant quand ces œuvres étaient en Italie, les gens qui venaient les voir venaient vraiment les voir passionnément, pas avec la bouche pendante et par snobisme en quelque sorte. Alors si on continue de regarder comment se fait concrètement la restitution, on voit bien que la situation est différente selon qu'on est dans les provinces, comme à Blankenheim, dans la région rhénane, ou à Cologne qu'on vient d'évoquer, ou dans la capitale, à Berlin. On regarde un peu ce qui se passe à Berlin en 1815. Vous voyez ici, donc Berlin n'a pas de musée public. Berlin a des collections royales, mais pas de musée public. Et quand les œuvres reviennent, ces œuvres, les précédentes dont on a parlé à l'instant, c'était des œuvres tirées d'églises, le Saint-Pierre ou de monastères, les manuscrits ou l'agneau mystique. À Berlin, les œuvres qui ont été saisies ont été prises dans les collections du roi. C'était des collections dynastiques. Donc c'est pris dans les collections du roi, transporté à Paris. À Paris, ces œuvres, comme toujours dans les cas de translocation, subissent une transformation symbolique. Et quand elles reviennent, l'opinion publique n'est pas du tout prête à les laisser retourner dans les salles des palais royaux. Elle veut en faire quelque chose. Et ce qu'elle fait, pour éviter que tout ça retourne chez Frédéric Guillaume III à Potsdam, dans ses palais, elle organise à l'Académie des Beaux-Arts, que vous voyez ici, Unter den Linden, elle organise cette opinion publique, ou en tout cas les responsables, donc, qui sont des artistes de l'Académie des Arts, organisent une grande exposition à Berlin en 1815 qui s'intitule l'exposition, donc Verzeichnis, ici c'est le catalogue des tableaux et œuvres d'art qui ont été reconquis grâce à la vaillance des troupes patriotiques et qui sont désormais montrés ici. C'est une opération de bienfaisance puisque les tickets d'entrée, l'argent rassemblé avec l'entrée va aller pour les blessés de la guerre contre Napoléon. Et tout ça ouvre le 4 octobre 1815, c'est-à-dire très tôt. À peine les œuvres arrivent à Berlin, surtout on ne les remet pas chez le roi, on les montre au public. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que cette exposition est exactement calquée, en quelque sorte, dans sa logique et même là dans sa mise en page, sur l'exposition des œuvres conquises par la Grande Armée dans les années 1806 et 1807, c'est-à-dire des œuvres saisies en Allemagne, qui avaient elles aussi été présentées à Paris à une date très symbolique, le 14 octobre 1807, premier anniversaire de la bataille d'Iéna. Donc on voit bien que l'exemple parisien est repris, retourné, et que là on va montrer au public berlinois les œuvres reprises grâce à la vaillance des troupes patriotiques. Donc c'était les œuvres du roi qui ont été en quelque sorte reprises par la force des patriotes, et qui reviennent avec un statut tout à fait différent. Et là, il y a une très grande campagne de presse pour expliquer que ces œuvres ne peuvent à aucun prix retourner chez le roi, qu'il va falloir en faire autre chose. Je vous montre un extrait d'un article important de Alois Hirt sur cette question. Il écrit « Il est réjouissant de voir des personnes de toute classe visiter avec tant d'enthousiasme l'exposition des chefs-d'œuvre reconquis. Espérons qu'à l'avenir, ces derniers, ces chefs-d'œuvre reconquis, ne seront plus jamais dispersés, mais réunis en un grand tout, comme c'est déjà le cas dans d'autres capitales. » Donc là, on voit bien du point de vue de Berlin, surtout pas dispersé, le ciel étoilé, pas du tout. On veut réunir, comme dans d'autres capitales. Et bien sûr, Berlin, quand il pense à d'autres capitales, il pense tout de suite à Vienne et à Munich. C'est ça qui fait référence pour Berlin en 1815, pour la Prusse. Qu'ils soient exposés, ces tableaux, dans un établissement conçu spécialement pour eux, facilement accessible aux amis de l'art qui voudraient s'instruire ou perfectionner leurs connaissances. Dans une capitale telle que Berlin, où les choses du savoir et de l'esprit sont si répandues, un musée d'art royal est devenu une véritable nécessité. Donc là, on exhorte le roi à ne pas reprendre ça comme propriété privée, mais bien de faire un musée dynastique public comme l'avaient fait les autres à Dresde, à Munich, etc. avant lui. L'époque, nous dit Hirt, nous a appris bien des choses, et nous sommes à présent convaincus plus que jamais que les arts et les sciences doivent être associés à la gloire des armes pour que le peuple acquiert le sentiment de sa dignité. Nous osons espérer, car notre roi n'a jamais déçu nos justes aspirations. Là encore, on voit comment cette affirmation nationale qui a été réinventée en quelque sorte par Napoléon, le fait de conquérir par la force des armes les arts et les armes, est devenu quelque chose qui, dans l'Europe après 1815, est devenu naturel. Le musée est un lieu d'affirmation nationale, d'identification, d'identité nationale, et c'est pour ça que Berlin en veut un aussi à ce moment-là, et que cette campagne de presse se met en route.
Alors, une des choses qui intéresse particulièrement les Berlinois à ce moment-là, c'est l'art allemand ancien qui jusqu'alors n'avait pas joué un très grand rôle dans les collections, mais qui, après son passage à Paris, parce qu'il a intéressé les Parisiens, réintéresse les Allemands. Et dans le catalogue de cette exposition que j'évoquais à l'instant, le numéro 1 du catalogue, vous voyez ici, donc il est ouvert au numéro 1. Le numéro 1, c'est Das jüngste Gericht, le jugement dernier, ce grand tableau alors attribué à Van Eyck, qui est désormais attribué à Memling et qui avait été saisi, alors attention, à Danzig. Donc là, il faut se concentrer un instant. Ce tableau était dans une église, l'église Sainte-Marie à Danzig, a été saisi par Denon en 1806, apporté à Paris en 1807. Il a eu un assez grand succès à Paris, entre autres au Louvre. Et quand les Prussiens viennent le récupérer, puisque Danzig est devenue prussienne, ils le veulent, ils le montrent d'abord, comme numéro 1 dans leur exposition, ce qui symboliquement est extrêmement important. Et non seulement c'est le numéro 1, mais il lui consacre plusieurs pages pour montrer qu'ils reprennent en main, en quelque sorte, ce patrimoine allemand qui leur avait échappé. Et non seulement donc, ils le montrent en numéro 1, mais en plus, ils veulent absolument que ce tableau ne retourne pas à Danzig, dans cette église sombre où personne ne pouvait le voir. Vous voyez ici la situation initiale du tableau avant son départ à Paris. Et ce que vont faire les Berlinois à ce moment-là, là aussi une grande campagne de presse, notamment avec des interviews du tableau lui-même. J'aime évoquer cette source qui est vraiment intéressante. Donc, dans les Berlinische Nachrichten, ici en octobre 1815, un journaliste interviewe le tableau et lui dit alors, Paris, c'était comment et tout. Et donc, le tableau répond c'était vraiment bien, parce qu'à Danzig, personne ne me voyait dans mon église, là, dans l'ombre, mais à Paris, j'ai pu me comparer aux autres, et franchement, je m'en suis vraiment bien sortie. Et d'ailleurs, maintenant, je voudrais rester dans un musée public à Berlin. Évidemment, je vous ai résumé ce texte, évidemment, à Danzig, on n'est pas d'accord avec ce projet-là. Alors les Berlinois tentent de convaincre les Danzigois de laisser le tableau à Berlin dans ce grand musée public à venir, et en échange, ils leur proposent une copie de la Madone Sixtine de Raphaël et 3 bourses pour des étudiants pour aller étudier à Rome. Grand débat qui dure plusieurs années, mais finalement, en 1816, Danzig a réussi à récupérer son tableau, qui est aujourd'hui dont une copie est aujourd'hui dans l'église et qui est maintenant au musée national de Gdansk, de Danzig. Donc là, vous voyez vraiment des négociations difficiles qui sont liées d'abord au lieu d'origine des œuvres. Est-ce que c'était des lieux sacrés, des églises, ou est-ce que c'était des collections royales? Qu'est-ce qu'on fait d'œuvres comme ça quand elles ont été transformées par l'expérience du musée? Est-ce qu'on peut tout simplement les remettre là où elles étaient avant? Est-ce que leur transformation n'oblige pas à créer des nouveaux lieux, etc. C'est ces discussions qui peuvent nous occuper aussi aujourd'hui, qui ont occupé nos collègues, nos prédécesseurs il y a 200 ans. J'arrive à Rome, il nous reste un petit peu de temps, pour vous montrer comment se passe ici et pour vous montrer combien ce qu'on a vu sur le cas allemand là est un cas européen en quelque sorte et en fait universel, général. La question de l'appropriation d'œuvres d'art qui sont transformées par l'expérience du musée et dont on ne sait plus très bien quoi faire, ou en tout cas pour lesquelles il faut réfléchir à un nouvel avenir au moment de leur retour, c'est une question qui touche à ce moment-là toute l'Europe. Vous voyez sur cette mauvaise reproduction, mais dont je n'ai pas pu trouver encore la véritable source, vous voyez ici le retour donc, auprès du pape au Vatican de la transfiguration de Raphaël, du groupe du Laocoon, de l'Apollon du Belvédère, du torse Belvédère, le tout dans une cérémonie qui semble, ou en tout cas accompagnée d'un discours de Canova, que vous voyez ici, Antonio Canova, qui est le grand sculpteur que vous connaissez et qui a était le manager, l'organisateur de la grande restitution des œuvres pour l'Italie et en particulier pour le Vatican. On est bien informé de ces travaux parce que ces mémoires ont été publiées, ces lettres ont été publiées, parce que des collègues italiens ont beaucoup travaillé sur, par exemple ici, ma collègue Scarbozza, qui a travaillé sur les origines de la Pinacothèque Vaticane et sur le débat sur la muséalisation des tableaux restitués du musée Napoléon. Donc il y a des travaux importants en Italie en ce moment là-dessus, aussi ceux de Donato Tamble, qui a travaillé aussi sur le retour des œuvres et sur la manière dont tout cela a été géré. Alors je vous montre juste quelques exemples de gestion pour ce qui concerne les sculptures qui étaient présentées depuis les années 1770 de manière publique au musée
Pio Clementino. Pour les sculptures, c'est assez simple. Vous voyez ici la cour du Belvédère au musée Pio Clementino, ici avec le groupe du Laocoon, l'Apollon du Belvédère. Quand ces œuvres sont parties, le pape les a fait remplacer, et notamment, il avait fait installer sur le socle de l'Apollon du Belvédère une œuvre de Canova précisément, Persée triomphant, qui a été interprétée souvent comme un message politique du pape à l'égard de Napoléon. En tout cas, ce socle, pendant l'absence de l'œuvre, pendant qu'elle était à Paris, a été occupé par le Persée triomphant, et à partir du moment où ces statues reviennent, elles reprennent leur place, naturellement, sur leur socle. C'est plus compliqué. Donc, ça avait été saisi dans un musée, ça part dans un musée, ça revient dans un musée. Ça, c'est le cas très facile, le cas tranquille, le plus rare en fait. En revanche, si on regarde le cas de la transfiguration de Raphaël, qui avait été saisie par les Français dans l'église San Pietro in Montorio, on voit qu'au moment de son retour, elle va passer sous le nez de l'église, parce que précisément se mettent en place des discussions, ici aussi dans le contexte italien, selon lesquelles il va falloir, comme le dit par exemple ce vice-président de l'Académie des Beaux-Arts de Bologne, il ne faut absolument pas rendre les œuvres aux églises parce que ça va être leur avenir, ça va être de dépérir et ça va être leur ruine certaine si on les remet dans des églises, puisque les églises ne sont pas des lieux idéaux de conservation, disent certains, disent les artistes. Et puis, à sens inverse, vous avez ici les ecclésiastiques qui disent non, non, au contraire, c'est beaucoup plus démocratique de remettre les œuvres dans les églises parce que tout le monde y a accès, même les illettrés, tout le monde voit des œuvres dans les églises, alors qu'on ne les verrait pas au musée et que les illettrés ou les gens pauvres, les gens simples qui viennent le dimanche à la messe ou tous les jours à la messe n'iraient pas voir une pinacothèque vaticane. Donc il y a cette idée de où est la démocratie, est-ce qu'elle est dans le musée ou est-ce qu'elle est dans le contexte d'origine sacrée des œuvres. Et si on regarde les tableaux qui ont été publiés par mes collègues historiens de l'art italiens, on voit bien qu'ici, dans un tableau comme celui-là, qui est une reproduction, c'est un tableau qui essaye qui rend compte de ce qu'on va faire des œuvres revenues de France. Vous voyez ici donc, le nom delle città cui appartengono, donc le nom des villes à qui appartient le tableau, et des endroits à l'intérieur de la ville où ils ont été pris. Donc ici, il s'agit de la transfiguration de Raphaël prise à Rome dans l'église San Pietro, et observation, da combinarsi l'acquisto, il va falloir qu'on l'acquiert. C'est le pape qui dit, je vais l'acheter et le mettre dans mes collections. Et ça continue pour des œuvres ici saisies dans des églises, Chiesa Nuova, etc. On voit, appartiene al governo, appartient au gouvernement, da combinarsi l'acquisto, il faut qu'on l'achète, etc., etc. Et vous voyez parfois, assez rarement finalement, une œuvre ici par exemple qui arrive d'une église de Bologne, d'une église de Bologne pardon, qui représente Saint Félice, Sainte Félicie et Saint Guillaume du Guerchin, et ici on voit écrit pour restituirsi. Celle-là on peut la rendre. Mais le reste, vraiment tout ce qui est de qualité va être soit acquis, soit réquisitionné en quelque sorte par le gouvernement. Può restare in Roma in compenso delle spese. Voilà. Donc en fait le pape va essayer ici, avec l'aide de Canova, de rapter pratiquement de ce qui revient de France et qui était sorti des églises, de le prendre dans son musée Vatican, qui reste un musée ecclésiastique, mais qui n'est évidemment plus un contexte religieux. Et si vous allez à la Pinacothèque Vaticane aujourd'hui, dans le bâtiment donc, qui est un bâtiment du XXe siècle, vous voyez la Madone de Raphaël, dans cette salle de Raphaël, la salle de la Transfiguration, là, donc la Madone de Foligno qui a été saisie dans l'église Sant'Anna de Foligno. Vous voyez ce mariage de la Vierge saisi à Pérouse, et puis la transfiguration prise dans une église de Rome. Tout ça est maintenant dans un musée, et maintenant c'est à partir de 1817. Donc très vite, le pape décide de reprendre le modèle en quelque sorte parisien et de créer un musée sous les conseils de Canova. Je finis très vite. Ce qui a changé donc avec l'expérience de la grande restitution de 1815 et du musée Napoléon en général, c'est que maintenant le pouvoir politique, la question du sacré et la question du musée sont absolument liées. On ne peut plus le séparer. Alors qu'on avait, sous l'Ancien Régime, des princes qui ouvraient leur collection dans l'esprit des Lumières, cette fois, non, tout est absolument lié. On le reconnaît bien à cette allégorie, vous voyez ici, Louis Ier de Bavière, devant la glyptothèque, que je vais évoquer très vite dans un instant, et vous voyez, il accueille tous les agents et autres qui viennent lui apporter des œuvres tirées notamment des églises. Donc
le pouvoir politique accueille les œuvres venues à la fois de la Grèce ou de l'Antiquité, mais aussi des églises de Bavière, par exemple, et va les mettre là-bas, derrière, dans son musée. C'est la grande nouveauté. Et les musées que vous connaissez aujourd'hui quand vous voyagez en Europe, comme la Glyptothèque, sont souvent nés de ces années 1815-1816. En tout cas, l'idée en est née, et le temps que les musées se construisent, ça dure un moment. Vous voyez la Glyptothèque à Munich, donc ce sont souvent des bâtiments classicistes, néoclassiques. La première idée de créer cette glyptothèque, ce musée des antiques, date de 1816 et le bâtiment est achevé en 1830. Vous le voyez ici à son ouverture. La pinacothèque, la première idée date de 1815, le début de la construction de 1826 et ça dure 10 ans avant qu'elle soit créée. Et là encore, vous en voyez une représentation avec ces lumières ici zénithales très importantes au moment de sa création. Le musée de Berlin, le Altes Museum, qui s'appelle le Altes Museum sur l'île des musées. L'idée en est en 1815, on a vu les débats qui accompagnaient cette naissance. Et il faut 15 ans à l'architecte Schinkel pour réaliser le musée qui est là et qui va accueillir notamment beaucoup de peintures italiennes, avec l'idée que c'est un musée universel. On ne va pas montrer de l'art allemand dans le musée prussien, mais de l'art de toute l'Europe. Et ce qui est intéressant dans le musée berlinois, vous voyez ici sa disposition dans la ville, c'est que vous avez ici le musée, ici la bourse, ici la cathédrale, ici le château royal et ici l'arsenal. C'est-à-dire tout ce qui fait le pouvoir de la Prusse, en quelque sorte, ou d'un État, l'argent, la religion, le roi, les armes et le musée, tout ça sur un lieu, et ce sont des musées qui sont construits sciemment à cet endroit, bien sûr, puisque leur place joue un rôle aussi. Le musée du Prado à Madrid n'est pas construit pour l'occasion, c'est un bâtiment qui a été destiné à autre chose à la fin de l'Ancien Régime, mais il va ouvrir comme une grande pinacothèque en 1819, aussi après avoir connu l'expérience du Louvre, et d'autres musées, vous le voyez ici au moment de son ouverture, et d'autres musées qui n'ont pas été directement créés à l'issue des restitutions, qui n'ont pas été touchés dans des pays qui n'ont pas été touchés par les spoliations napoléoniennes, vont aussi voir des musées se créer. Là, 2 secondes encore sur la Pinacothèque Vaticane, donc ouverte en 1817, on l'a évoqué, mais dont on a peu de représentation à part cette allégorie de 1817 qui montre la fondation de la Pinacothèque avec les œuvres restituées. Ici, une idée de ce que ça a pu être au XIXe siècle comme genre de salle dans les appartements Borgia, avec le plan de Rome derrière, le lien très fort entre la peinture, la ville, et la peinture de Raphaël et la ville. Et puis, comme je le disais, des œuvres qui n'ont pas été touchées par les spoliations napoléoniennes, mais qui aussi dans ces années font construire des très grands musées représentatifs nationaux, comme la National Gallery à Londres, où seront exposés des tableaux, alors qu'on n'avait que le British Museum jusqu'alors qui n'exposait pas de tableaux, ou encore ici à Budapest, le musée national hongrois, dont l'idée naît en 1813, ou en tout cas le terrain est acheté en 1813. La construction commence en 1837 et dure pendant 9 ans jusqu'à une inauguration en 1846. Donc ce qu'on retient, ce qu'on apprend quand on regarde ça, le voilà au moment de sa création, c'est que cette Europe de 1815, qui comportait déjà plusieurs musées dynastiques qui continuent pour la plupart de vivre, voit dans les décennies 1815-1840, avec une trentaine d'années pour que ces établissements ouvrent, voit se mettre en place, après l'expérience du musée Napoléon, des grands musées d'un style différent, plus grand, plus politique, qui s'installent donc en 1817 à Rome, en 1819 à Madrid au Prado, en 1830 à Berlin, le Königliches Museum, la Pinacothèque et la Glyptothèque qui ouvrent en 1830 avec les œuvres restituées, la National Gallery en 1824, le Musée national hongrois qui ouvre seulement en 1846, tout ça dans ce nouvel esprit du musée patrimoine identitaire, beaucoup plus agressif en quelque sorte que les musées de l'Ancien Régime. Voilà, on a vu ce qui s'était passé au moment de la grande restitution. La prochaine fois, on arrive enfin au milieu du XIXe siècle et on va s'intéresser à l'arrivée d'autres types d'œuvres à part les antiquités et les tableaux européens qu'on connaissait bien. Vous voyez ici un extrait, un peu de la notice des monuments du musée mexicain et péruvien au Louvre. Il sera question donc des autres antiquités qui s'installent dans les musées européens au milieu du XIXe siècle. Je vous remercie.